Comment? Parce qu'après, ça peut donner... Oui, le prénom ne dérange pas. Non, mais ça fait rien, parce qu'elle a raison, tant qu'à faire. Donc, Romain, vous appartenez aussi à la Fédération Spirit française. Alors, on va reprendre. Alors, quelles sont les questions Fatima, qu'on pourrait aborder maintenant et qu'on n'a pas encore abordé Oui, je trouve qu'il serait intéressant de dire aux internautes, enfin, de leur expliquer ce qu'est la médiumnité, ce qu'est un médium spirit, et donner cette expérience de Romain qui puisse parler pour montrer que le chemin de la médiumnité n'est pas si simple que ça, et que malgré tout, même si c'est difficile, ça apporte d'enrichissement. Alors, effectivement, que veut dire par là Fatima? Que c'est tout un itinéraire, toute une initiation? Un itinéraire, on parlait, je pense, de cheminement, Oui. de travail. La médiumnité, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je n'avais pas du tout de repères par rapport à ça. Ça avait des préjugés. Lorsque j'ai commencé pour la première fois à creuser et à rencontrer un centre spirit, la première chose qui m'a marqué, c'est cette notion de médiumnité en tant que le médium est un instrument au service des bons esprits. C'est une notion que j'ai entendue et que j'ai mis beaucoup de temps à vraiment intégrer. Ça demande vraiment un travail à la base de comprendre vraiment qu'on est, en tant que médium, un outil au service des bons esprits, et ça demande de travailler l'humilité, la discipline et de développer l'amour. L'amour parce que les esprits qui se communiquent dans la médiumnité spirit, qu'on considère une médiumnité sacrée, requiert de la part du médium qu'il puisse être à l'écoute des esprits évolués, et ne pas laisser la porte ouverte à n'importe quel esprit. Donc il y a ce travail vraiment sur soi, de réforme du caractère, et d'études aussi, qui est très important, qui est central par rapport à cette médiumnité spirit. Mais vous-même, vous êtes vous-même dans la médiumnité, vous-même, directement? Oui. Parce que ce qui caractérise cette association, c'est que est-ce que c'est une association uniquement de spirit ou de médium, ou est-ce que c'est une association qui regroupe aussi des gens qui sont demandeurs de... Alors, Romain a été formé à la CITA, Association Spirit Internationale Thérèse d'Avila, et le rôle de la CITA, c'est de diffuser, mais aussi de former des médiums dans le cadre de l'éthique spirit, dans le cadre de la médiumnité sacrée, afin que ces médiums puissent apporter de l'aide aux personnes qui viendront. On a des personnes qui viennent, voilà. Mais pour répondre à leurs besoins, pour les aider, il faut que l'association ait des médiums qui soient fiables, des médiums qui soient bien formés. Chut. Mais alors donc finalement c'est ça, donc c'est un peu comme une association dans d'autres domaines, ce sont des gens qui ont des points communs, qui ont un profil un peu proche et qui s'adressent à un public relativement large à l'extérieur. Oui, en fait, nous avons les mêmes valeurs, c'est-à-dire les valeurs portées par le spiritisme, codifiées par Allan Kardec, médiumnité gratuite, médiumnité sacrée, oui. Voilà. Etc. Et à partir de là, on forme les médiums par l'étude. D'abord, il y a plusieurs années d'études, des livres de la codification spirit, les 5 livres d'Allan Kardec, livre des médiums, Marie de l'esprit d'abord, livre des médiums, Ciel et l'enfer, etc. Oui. Et après, il y a tout un travail d'évolution morale autour de ces valeurs, oui. Par la prière, l'examen de conscience. Mais excusez-moi, donc finalement, Romain, est-ce que quand on dit on forme des médiums, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont déjà des potentialités médiumniques? Votre question est très intéressante parce que Romain va vous expliquer, mais on a des gens qui viennent et lors des réunions, il y a des personnes qui ont cette médiumnité que nous on ne voit pas forcément, mais les médiums formés transmettent des messages. C'est souvent des messages du guide spirituel, des personnes qui viennent nous voir. Ce dessin dit « tu as une médiumnité ». Si tu veux travailler... Ah, d'accord. On leur révèle leur médiumnité. Exactement. Ils viennent là, donc des gens qui viennent vous voir
Et il y a un message qui dit, mais vous faites partie de cette catégorie des médiums, finalement. Alors, Potentiellement, vous faites enfin. partie, mais vous avez la capacité. Oui. Vous avez cette Et vous, par exemple, capacité comment vous avez de- découvert votre médiumnité, votre identité médiumnique, si on peut dire, Romain? C'est d'abord des ressentis que j'avais de mon côté, et c'est en voulant justement approfondir, comprendre, que je suis allé en centre spirit. C'est là que j'ai reçu des enseignements et des dessins, effectivement, de la part des bons esprits qui m'ont invité à travailler pour pouvoir développer cette médiumnité. Donc ce sont ces bons esprits qui nous appellent et qui nous aident dans ce processus de cheminement et qui font ce développement de la médiumnité. Est-ce qu'il y a une différence entre les médiums qui sont passés par votre voie et les médiums qui exercent à titre privé? Comment vous situez il y a une sorte il y a un embranchement, il y a différentes façons d'évoluer dans sa médiumnité, soit que l'on aille dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas. Oui, je pense que les médiums qui sont attirés vers les centres spirites ont déjà, avant de s'incarner, choisi de servir dans le cadre d'une médiumnité gratuite, D'accord. d'une médiumnité sacrée. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils viennent dans le centre. Et les médiums qui travaillent dans les salons ne sont pratiquement jamais passés par un centre spirit. Oui. Parce que s'ils étaient passés par un centre spirit, ils auraient eu cette connaissance de la gratuité du caractère sacré. Donc je pense qu'il y a ces médiums spirites qui sont formés avec une grande exigence et dans ce caractère sacré codifié par la doctrine spirit, et puis d'autres médiums qui ont un autre chemin Oui. et qui ne sont pas engagés dans cette rigueur, dans cette discipline et dans ce développement moral et dans cette communauté, parce qu'on est vraiment un groupe, on travaille ensemble, on est une famille spirituelle. Oui, alors que les spirites professionnels, ils sont un peu isolés, ils ne communiquent pas forcément entre eux. Enfin. Alors on ne peut pas les appeler les spirites, parce que Oui. le spirit, le n'est jamais un professionnel. Oui, mais parfois ils emploient le terme. Oui, À oui. tort, mais Oui. ils sont médiums, Oui. et pas spirites. C'est pour ça que nous on rajoute toujours à médium spirit. Non, mais parce qu'il y a des médiums qui ne sont pas... Il y a plusieurs formes de médiumnité, vous comprenez. Donc il n'y a pas que des médiums qui sont en communication avec l'au-delà. Quelqu'un qui a de la voyance, est-ce qu'il a le droit de se dire médium? Enfin, il y a des problèmes de classification là qui ne sont pas évidents. Alors Kardec a expliqué tout ça dans le livre des médiums. Je conseille aux gens de lire le livre des médiums. Oui. Il y a toutes les catégories de médiums, les différents types de médiumnité. Oui. Il y a 1000 types de médiumnité. La voyance, c'est un type de médiumnité. Ah, quand même, donc on peut utiliser le terme médium. Médium, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais et quand on est un voyant qui a un contact avec les incarnés, on n'est pas forcément un médium spirit, Absolument d'après pas. votre principe. Absolument pas, parce que le médium spirit pratique une médiumnité sacrée dans un groupe. Ah, Jamais voilà, homogène, c'est ça, ne voilà. se fait jamais rémunéré. Voilà, oui. Et le travail du groupe permet le contrôle. Hmm. Parce qu'un médium qui Ouais, fait la ouais, voyance, ouais, oui, ouais. lui un tel, mais il n'y a pas de contrôle. Ah oui. Alors voulez-vous ajouter quelque chose à notre discussion, Romain? Peut-être que je viens expliquer cette distinction entre spiritisme et médiumnité, que tout le monde ne comprend pas toujours. La médiumnité, c'est cette faculté dont on parle qui s'éduque, et le spiritisme, c'est cette philosophie en fait, qui a été codifiée par Alain Kardec au XIXe siècle. Oui. Donc c'est cette philosophie qui nous dirige dans notre travail pour mettre en avant justement tout ce travail de réforme morale, le développement des qualités morales humaines. Donc vous êtes forcément obligé d'avoir un autre métier à côté, enfin un vrai métier à côté qui ne dépend pas de votre médiumnité. Oui. Et Kardec le dit bien dans le livre des médiums, hein, que le médium spirit a un métier à côté. Il Oui. ne fait jamais un métier de sa médiumnité. Mais c'est grave est-ce que c'est grave pour un médium de gagner sa vie par la médiumnité? Qu'est-ce que vous en pensez, Fatima? Je ne peux pas porter de jugement, je pense que... Non, mais qu'est-ce qui fait que, quand même, c'est pas bien vu? C'est pas que c'est pas bien vu, c'est que ça ne fait pas partie des valeurs du spiritisme. Oui. Il y a un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle La médiumnité, une porte ouverte sur Mhm. l'au-delà, qui est chez Élie. Rappelez-nous votre nom de famille. Alors il est écrit sous le nom de Lélia Ri-Adi, D'accord. pas sous mon nom de famille. D'accord. Et cet ouvrage explique les dangers de la médiumnité et qu'une médiumnité ne peut pas être pratiquée avec de l'argent. Donc ces personnes, je pense que ces médiums ne connaissent pas forcément les valeurs du spiritisme. Et alors, on on n'est pas en contact avec les mêmes entités selon qu'on est dans un
système ou dans un autre, dans une direction et dans une autre? Tout à fait. En fait, quand on est dans un groupe spirit, on est en contact avec une équipe spirituelle qui est organisée, qui organise les activités du groupe. Quand on est tout seul, on est dans un métier commercial et on reçoit des clients qui viennent. Nous, on ne reçoit pas de clients, on travaille dans un groupe spirit, on est guidé par une équipe spirituelle et non pas par un esprit, plusieurs esprits. Et on cherche. Ce que vous appelez une équipe spirituelle, c'est quoi? Ça veut dire des entités d'autre côté qui vous guident? Non, mais il faut traduire parce qu'effectivement, on pourrait croire que c'est des gens ici. Pas du tout. L'équipe spirituelle, donc on a d'abord le guide spirituel du centre spirit. Oui. Pour nous, et l'esprit Thérèse d'Avila. Après, il y a les guides spirituels des médiums qui sont là pour aider le travail de la médiumnité. Après, il y a des esprits évolués qui sont là. Par exemple, quand on pratique les actions de charité, on a des esprits évolués qui nous accompagnent dans ces actions et qui aident les personnes que l'on rencontre. Voilà, je pense que les objectifs ne sont pas les mêmes et la mission n'est pas la même. Nous avons une mission collective avec des orientations de consolation. Et les médiums qui pratiquent la médiumnité en cabinet ont des objectifs personnels. Peut-être qu'ils ont envie d'aider les gens. On va prendre un sujet peut-être un peu polémique, c'est par exemple le fait, la connaissance de l'avenir, par exemple. Est-ce que dans la mouvance spirit, est-ce qu'il y a cette possibilité d'assister les gens, parce que vous parlez d'assistance aussi, je crois, par rapport à des choses, parce qu'on dit parfois que dans l'au-delà, on connaît l'avenir. Alors effectivement, les esprits ont cette capacité, en fait, plus un esprit est évolué, plus il a la capacité de voir loin dans l'avenir. Cela dit, il faut se demander l'intérêt de connaître cet avenir. Généralement, les bons esprits, c'est très rare qu'ils puissent révéler des choses liées à l'avenir, vraiment dans un but utile, et effectivement, c'est très rare. Lorsque l'on demande ça, on a tendance à attirer plutôt des esprits imparfaits qui vont venir répondre ces questions sur l'avenir. Et généralement, ce ne sont pas forcément des choses véridiques. Alors, ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il y a cette notion de libre arbitre qui est extrêmement forte dans le spiritisme. Chacun a son libre arbitre, chacun a choisi une mission. Donner l'avenir, dire l'avenir aux gens, ça peut les influencer dans un sens. Il n'y a pas de contrôle, donc le médium qui dit l'avenir à ses clients peut se tromper, peut orienter les gens vers une direction qui n'est pas la leur. Quand des médiums qui prennent de l'argent prédisent la mort de quelqu'un ou la maladie, cette personne va rentrer dans un espèce de processus de souffrance. Et pour nous, spirit, on ne peut pas, on ne prédit pas l'avenir des gens parce que, comme l'a dit Romain, les esprits évolués, même s'ils connaissent l'avenir, ne prédiront jamais l'avenir des personnes, mais leur donneront des messages d'encouragement pour les inciter à développer leur libre arbitre et leur volonté. En fait, on n'assiste pas, on n'a pas de gens qui viennent régulièrement venir chercher des messages, parce que il n'y en a pas de messages sur la vie. Alors il y aura un message qui dira « Va ma fille, ne t'inquiète pas ». Si quelqu'un a un être cher malade et qui vient avec dans sa tête cette question de comment ça va se passer. Mais il ne prédira pas l'avenir, il rassurera l'ange gardien, viendra rassurer la personne. Alors je voudrais vous poser la question qu'on avait abordée tout à l'heure, qui était un peu polémique. Comment peut-on décrire le spiritisme? Alors, pour certaines personnes, apparemment, de votre mouvement, on ne peut pas employer le mot religion. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que ça vous fait problème de parler d'une religion spirit? Personnellement, je ne considère pas le spiritisme comme une religion. Oui, je l'ai déjà entendu ça, mais effectivement. On ne le considère pas comme ça. Le mot religion, en fait, aujourd'hui a une connotation qui... Quand on parle de religion, on parle de culte, on parle de hiérarchie avec des prêtres, on parle de dogme. Le spiritisme n'en a pas. Oui. Donc, le spiritisme est
considéré comme une philosophie, Une philosophie. comme Une science peut-être une même. science également, effectivement, Un enseignement. et un enseignement moral, Oui. mais pas une religion. Mais alors, vous savez que moi je n'aime pas les choses qui sont trop particulières. Quelles sont les, à quelle catégorie quels sont les autres domaines qui seraient du même ordre que le spiritisme et qui auraient d'autres orientations que le spiritisme? À quel groupe ça appartient le spiritisme finalement? Ça appartient à aucun groupe parce que le spiritisme. Oui, non, je veux dire par exemple, bon, on peut employer des mots généraux, des mots qui englobent plusieurs activités. Alors le spiritisme, c'est l'enseignement de Jésus. Non, mais je veux dire, oui, C'est l'enseignement de Jésus le plus pur, oui. sans dogme, sans rite. C'est aimer les uns les autres en fait. C'est ça le spiritisme. Oui, mais enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais aucune activité n'est unique en son genre. Elle fait partie d'un ensemble d'activités de différents ordres. Alors vous posez autrement, quelles sont les autres activités qui se rapprocheraient plus ou moins du spiritisme en quelque sorte? Dans l'activité humaine, dans le monde, quelles sont les activités qui ne sont pas de l'ordre du spiritisme, mais qui s'en rapprocheraient plus ou moins? Toutes les activités qui se tournent vers l'amour prochain, Voilà, par exemple. vers le bien, vers le travail de perfectionnement moral, vers la charité. On peut dire que le point commun entre les religions et le spiritisme, c'est la charité. Eh bien voilà, par exemple, oui, Voilà. c'est ça. Et en fait, le spiritisme accepte et respecte toutes les religions et toutes les philosophies. Oui. Parce que dans toutes les religions et les philosophies, il y a le germe de l'amour. Alors, une autre question, toujours la même chose. Est-ce que pour vous, le spiritisme permet d'élargir le champ de la science, en quelque sorte? C'est-à-dire d'avoir un discours scientifique sur des domaines qui est resté en dehors de la science jusqu'à présent? Absolument, le spiritisme a été pas mal étudié scientifiquement au cours du siècle dernier, encore aujourd'hui par différentes méthodes. Après, C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'y croire, on constate que c'est ça? Ce n'est plus dans le domaine de la croyance proprement dite? C'est-à-dire que le spiritisme, on l'a dit, a trois axes. Il est scientifique, il est philosophique et il est moral. Oui. Le spiritisme lui-même est issu d'une méthode scientifique employée par Allan Kardec Oui. pour, à partir de l'observation, de la communication des esprits et de l'analyse et l'étude des milliers de communications, a mis en évidence qu'il existait un monde spirituel, préexistant et qui restera toujours, a mis en évidence l'existence de la communication avec les esprits, a mis en évidence différents types d'esprits et l'immortalité de l'âme, puisqu'après la mort, l'esprit continue de vivre après la mort du corps. Oui, oui. Donc c'est scientifique au départ, et à partir de là, il répond à une foule de questions, de la science, de la philosophie, etc. Aujourd'hui, la physique quantique est en train de se rapprocher et en train de confirmer des enseignements du spiritisme. Alors, par exemple, Romain, quels sont les éléments qui ont... Parce qu'on peut être médium et ne pas... On peut être médium mais ne pas bien connaître le monde le spiritisme. On peut ne pas connaître le monde des esprits. Quelles sont les preuves les plus marquantes de la réalité scientifique de l'autre monde? Pour vous, quelles sont celles qui vous ont qui vous paraissent les plus convaincantes? Si vous aviez parlé à quelqu'un comme ça qui vous demande mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses vraiment établies dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous diriez, Romain? Il y en a sans doute beaucoup. En ce qui me concerne, c'était l'aspect moral qui m'a vraiment amené. Oui, mais c'est pas ça qui va. Ça, c'est l'aspect moral. C'est pas ça qui est un élément scientifique, je veux dire. Excuse-moi, Romain. Je pense qu'il y a quelque chose de très important que Romain veut dire. C'est la réalité de l'existence des esprits. Oui. Notamment par le phénomène de l'obsession. Les médiums sont beaucoup sujets à l'obsession. Ah oui. Tu pourrais peut-être en parler de ce ressenti de l'action d'un esprit intérieur sur un médium. Possession, même possession, oui. Là, c'est plutôt obsession, parce qu'il y a différents stades dont Kardec a parlé aussi. Oui, donc quelles sont les manifestations les plus frappantes que, quelque part, on est environné d'un autre monde, en quelque sorte?
dans le cas de l'obsession, ça va être des ressentis physiologiques, déjà. Par exemple des maux de tête, ça c'est important. Ça peut être également des mots, des fois qu'on perçoit, mais des mots qui ne viennent pas de nous, des mots qu'on entend, qui Les sont voix. récurrents. Exactement. C'est peut-être des pensées aussi oscillantes. Après, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Mais c'est ce caractère qu'on se dit, mais pourquoi j'entends ça ou je pense à ça alors que ça ne me ressemble pas. Je me souviens que pour être passé par une obsession, il m'est arrivé une période de ressentir des accès de colère. Je ne savais pas d'où venaient ces accès, ils n'étaient pas justifiés et ne ressemblaient pas à mon caractère. Donc ça fait partie des indices, par exemple. Oui. La perte de la volonté, le changement de caractère. Peut-être que tu peux en dire plus. Eh bien, par rapport à ces colères, par exemple, il y a aussi le discernement. On fait beaucoup de discernement au quotidien, si on dit. Et ça se traduit par des actes qui ne nous ressemblent pas forcément. Donc le sort d'un médium spirit, c'est quand même de risquer de tomber sous différentes influences finalement qui vont modifier son comportement, son caractère, et ça fait partie de sa vie, c'est normal quelque part. Alors au départ, c'est souvent un mécanisme qui permet au médium de ressentir réellement que les esprits existent. Donc finalement, il faut passer par là pour... Pas tous les médiums ne passent pas par là, mais nombreux sont ceux qui passent par là. Oui. Et c'est aussi pour leur faire prendre conscience de l'importance du travail de réforme du caractère pour éloigner ces esprits-là. Oui. L'importance de l'élévation de la pensée, de la joie, de l'aide à autrui. On arrive à distinguer ce qui est soi-même et ce qui est l'influence étrangère. Tout à fait, parce qu'après, dans le travail avec la médiumnité, les esprits viennent travailler avec nous, dans l'organisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut aussi apprendre à discerner un bon esprit d'un esprit inférieur, les fluides. Les bons esprits vont nous donner des fluides doux, etc. Et c'est un apprentissage. Alors je voudrais vous demander, parce que justement à ce propos, finalement, la difficulté, de ce que j'entends moi, c'est que quand on n'a pas de clientèle, quand on n'a pas de demande, finalement, est-ce qu'on a tellement l'occasion d'exercer sa médiumnité ? Quelles sont les occasions Ce sont ces réunions qui s'organisent une fois par semaine, par exemple, mais c'est quand même pas une activité très intense finalement. Elle est intense dans le sens où on travaille. Enfin, je veux dire que oui, c'est ça. à... Vous n'êtes pas dans une activité de médiumnité quotidienne, sauf à un niveau personnel, je ne sais pas. Il y a le travail quotidien de réforme du caractère, mais la pratique de la médiumnité en elle-même, effectivement, elle est limitée dans le temps, elle est codifiée. Voilà, c'est. Au travail oui. qu'on fait dans le groupe. Donc finalement, peut-être que vous avez peut-être le regret parfois de ne pas pouvoir exercer suffisamment votre talent si vous n'êtes pas en rapport avec le public qui en demande. Alors je voudrais répondre, il n'y a pas de talent parce qu'on n'a pas de talent, ce sont les esprits qui font Oui. le travail. Si on Oui, obtient un beau dessin, c'est le mérite de l'esprit. Oui. En fait, la médiumnité ne doit jamais se pratiquer seule chez soi. Elle ne doit pas être une activité quotidienne. Elle doit être une activité au service des bons esprits dans un groupe spirit. Et Donc, je vous assure qu'il y a beaucoup à faire dans un groupe spirit. Mais comme nous avons un métier, on ne peut pas faire une activité tous les jours dans un groupe spirit. il y a ça aussi. On Oui. fait notre travail et en général c'est le week-end, c'est le samedi qu'on va consacrer Oui, au voilà. travail spirituel. Oui. Mais ça n'est pas un métier, donc ça ne peut pas être une activité quotidienne. Oui. Et donc finalement, toutes les semaines, en gros, vous pouvez apporter quelque chose aux autres. On fait appel à tous les membres du groupe à un certain moment de la semaine, comme ça. Alors, il y a un calendrier, donc c'est pas forcément toutes les semaines, c'est Ouais. toutes les 15 jours. Voilà, c'est ça. Il y a des réunions d'études pour les médiums, il y a les foyers de lumière, il y a des réunions publiques, il y a des conférences auxquelles participent les médiums. Donc on essaie de faire appel à tous. Par contre, lors d'une réunion médiumnique, si on a un médium qui ne se sent pas bien, qui a des problèmes d'obsession, il ne travaillera pas à la table, puisque on détecte l'obsession le plus rapidement possible pour éviter la souffrance du médium, pour éviter que le travail se trouve amoindri par la présence des esprits inférieurs. Et à ce moment-là, s'il n'est pas en situation, on le remplace.
Non, parce que les médiums, il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est On peut ça. pas le remplacer. Non, mais il pourrait y avoir un remplaçant ou un suppléant, je ne sais pas comment ça se passe. On a un nombre de sécurité, mais parfois on peut avoir 5 médiums qui sont plein Je sais pas, oui. qui vont travailler, mais des fois on n'en aura que 2, Ah. parce qu'il y en aura 3 qui ne seront pas en état de travailler. Ah oui. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire au quotidien. Eh oui. Et c'est en fonction du travail, des Oui. évolutions morales, des efforts qui sont faits, Mm. de développer l'amour, Mm. et puis la réforme du caractère, c'est ça qui est très important. Bah, écoutez, alors vous avez autre chose à ajouter, Romain, pour qu'on comprenne mieux ce monde dans lequel vous vivez et ce que ça représente pour vous? Finalement, ça ne vous occupe pas à plein temps, finalement, cette activité. Parce que comment vous vivez votre médiumnité personnelle? Est-ce que par exemple les proches, ça concerne les proches, les gens de votre entourage qui sont, est-ce qu'on n'a pas, on n'est pas davantage, est-ce qu'on n'a pas forcément quelque chose à faire avec les gens qui sont autour de soi, les gens qu'on connaît, pas forcément les gens qui viennent vous voir comme ça, mais les gens qui nous connaissent, qui sont liés à nous par exemple. Ouais, c'est peut-être plus au travers de la discussion, mais cette question est un peu difficile pour moi. Alors, je vais essayer d'aider Romain, je vais reprendre à la suite. En fait, oui, nos proches sont extrêmement importants, notre famille aussi. Il ne s'agit pas seulement d'aider les autres dans des réunions, si on n'est pas capable, chez soi, d'aimer les autres, Oui, voilà, etc. oui. C'est tout le travail de réforme morale qu'on fait chez soi qui est extrêmement important. Et le spiritisme n'étant pas une secte, ne nous retire jamais à notre famille. Quand on a des urgences familiales, des soucis familiaux, le centre spirit va nous dire occupez-vous de votre famille, faites ce que vous avez à faire et vous reviendrez plus tard. Oui. Et c'est très important de pouvoir aimer les siens, s'occuper des siens, on prie pour les nôtres quand ils sont malades, on essaie Mais dans votre famille, est-ce que dans votre famille, on sait que vous êtes comme ça Oui, ma famille musulmane. Oui. Donc, bien qu'il y ait plein de points communs entre l'islam et le spiritisme, mais ils ne comprennent pas la médiumnité, ils ne comprennent pas très bien pourquoi je ne pense pas comme eux. Mais en même temps, on se rejoint dans la charité. Parce que les sœurs, les frères sont très charitables. Oui. Et quand on va faire des actions de charité, eh bien, ils m'aident. Parfois, ils font plus courses, parfois, ils m'achètent des choses, des vêtements, etc. Vous voyez comment, même si dans notre famille, il n'y a pas de spirit, on peut, par ses valeurs, par l'amour... Non, mais je voulais dire, est-ce que vous les aidez, est-ce que vous pouvez vous les aider par votre capacité médiumnique? Bien sûr. Oui. Quand il y a une obsession dans la famille, il y a une aide qui est faite. Bien sûr, on les aide par la médiumnité. Alors, il y en a qui viennent au centre spirit, il y en a qui ne viendront pas, mais on les aidera par la prière, je les aiderai en leur parlant, en leur expliquant, en leur donnant du temps, plus de temps, etc. On se doit à notre famille. Alors, Romain, vous, quelle est la présence de la médiumnité par votre intermédiaire dans le cadre, au sein de votre famille? Est-ce que vous existez comme médium dans la famille? Vous avez une identité médiumnique autour de vous? Est-ce que il y a des gens qui passent, qui comptent sur vous, je ne sais pas. Alors, on va dire que dans ma famille le sait, mais ce n'est pas forcément une question qui est débattue, qui est discutée. Donc, non, en fait, en dehors du travail en centre spirit, ma médiumnité n'est pas mise en action. Voilà, c'est ce que je me posais comme question. Mais ça dépend, ça veut dire qu'on a mise en action. Tu la mets en action quand tu pries pour tes parents, quand tu prends du temps pour aller les voir, tu vas venir à quelle réunion. C'est pas mettre en action la médiumnité d'une manière pratique, la voyance, etc. Mais ça peut être aussi faire un rêve, et puis de dire à son frère ou à sa sœur, sois prudent, ou quand même, oui. j'ai vu en rêve, etc. C'est pas, on va pas leur faire, voilà. Oui. Vraiment, c'est ça, c'est le ressenti, c'est comment par amour on peut utiliser la médiumnité pour aider, mais pas forcément de manière, comment dire, visible. C'était ça que je voulais amener dans ce travail-là, mais on ne va pas faire de travail seul chez nous pour aider notre famille comme on le ferait en centre spirit, par exemple. Et on peut les inviter à venir assister à une réunion. Merci beaucoup. Alors, Je vous en prie, on a merci à vous.